Léa Dubois avait le don de se fondre dans la masse. À l'Académie des Pins Argentés, nichée dans le paisible Clerval, en Bretagne, elle traversait les couloirs comme un fantôme. Sa silhouette fine enveloppée dans des gilets amples, ses cheveux châtain clair voilant son visage comme une brume légère. La plupart des élèves remarquaient à peine sa présence, et ceux qui la remarquaient la considéraient souvent comme une simple fille timide qui préférait sa propre compagnie. À leur insu, Léa se déplaçait avec la grâce précise de quelqu'un d'entraîné à évaluer chaque espace, chaque personne. Sa posture pouvait sembler réservée, mais c'était l'immobilité disciplinée de quelqu'un qui avait appris à observer avant d'agir. Le balayage subtil des voies d'évacuation potentielles chaque fois qu'elle entrait dans une pièce, la façon dont elle gardait ses mains détendues, c'étaient des habitudes affûtées par des années d'entraînement à la survie qui avaient peu à voir avec la timidité. Après 2 mois, Léa se sentait toujours comme une étrangère. Arriver à Clerval après la mutation de sa mère était déjà assez difficile, aggravée par le défi d'être la nouvelle qui ne trouvait pas sa place. Elle ne s'intéressait pas au commérage qui absorbait ses camarades de classe, préférant se concentrer sur ses études et les appels vidéo occasionnels avec sa sœur aînée, Zoé, qui étudiait la zoologie au Costa Rica. Les premières étincelles se sont allumées à la bibliothèque un jeudi après-midi. Léa était assise seule à une table isolée, étudiant tranquillement un livre sur la survie en milieu sauvage, lorsqu'elle a entendu la voix tonitruante de Mathieu Lemaire résonner dans toute la pièce. Mathieu était tout ce que Léa n'était pas. Imposant, exubérant et apparemment le centre d'attention de tous les élèves. Il était le capitaine de l'équipe de rugby et rayonnait de l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place. « Regardez la nouvelle », a déclaré Mathieu, sa voix assez forte pour que la moitié de la bibliothèque l'entende. « Toujours en solo, hein? C'est quoi ce livre? Comment éviter les gens ?» Son entourage, Théo Garnier et Paul Berger, gloussaient en chœur, leur rire résonnant comme une meute de loups. Léa ne leva pas les yeux, mais sa prise sur son livre se resserra presque imperceptiblement. Elle avait déjà rencontré des brutes lors de ses voyages avec sa mère aventurière. La meilleure tactique était toujours de les ignorer, de leur refuser la réaction qu'ils désiraient. Mais quelque chose dans la voix de Mathieu, la façon arrogante dont il parlait comme s'il possédait toute l'académie, fit serrer légèrement ses doigts autour des bords de son livre. « Je te parle », insista Mathieu, sa voix gagnant un ton tranchant lorsque Léa ne répondit pas. C'est impoli d'ignorer quelqu'un qui essaie d'être amical. Théo, un garçon dégingandé avec le physique d'un basketteur, intervint. Peut-être qu'elle est sourde, peut-être qu'elle a des boules quiesces de fan de nature. Le commentaire suscita davantage de rires à leur table, et Léa sentit une rougeur lui monter aux joues. Il ne savait rien de son passé, mais la façon désinvolte dont il se moquait de ses intérêts la piqua plus qu'elle ne l'avait anticipé. Pourtant, elle resta silencieuse, tournant une page de son livre avec un calme délibéré. Cela ne fit qu'attiser l'irritation de Mathieu. Il se leva de sa table, sa chaise raclant bruyamment contre le sol, et commença à marcher vers elle. La bibliothèque tomba dans le silence unique qui descend lorsque les élèves sentent des problèmes se préparer. « Hé, je te parle » répéta Mathieu, maintenant debout juste à côté de sa table. Il tendit la main et claqua le livre, le son brusque résonnant dans la bibliothèque silencieuse. « Quand quelqu'un est gentil, tu devrais répondre. » Léa leva les yeux vers lui pour la première fois, ses yeux bleus rencontrant les siens avec un regard fixe qui le fit légèrement bouger. Il y avait quelque chose dans son expression, pas de la peur, pas de la colère, mais une sorte d'évaluation qui lui donnait l'impression d'être évalué par quelqu'un qui avait fait face à des défis plus difficiles que les drames du lycée. « Je t'ai entendu », répondit-elle doucement, sa voix portant un ton contrôlé qui rendait en quelque sorte les mots plus intimidants que si elle les avait criés. « Je n'ai juste rien à te dire. » Le rejet dans sa voix prit clairement Mathieu au dépourvu. Il était habitué aux réactions, larmes, colère, défis. Mais cette indifférence calme était quelque chose de nouveau.
Cela le faisait se sentir plus petit et cela le mettait en colère. « Tu te crois meilleur que nous ?» demanda-t-il, sa voix s'élevant. « Ce n'est pas parce que t'es une bizarre qui voyage tout le temps que tu peux faire comme si t'étais trop bien pour cette académie. » Léa se pencha pour récupérer son livre, ses mouvements fluides et contrôlés. « Je n'ai jamais dit que j'étais meilleure que qui que ce soit, » répondit-elle, toujours de cette même voix douce. « Je veux juste étudier en paix. » Mais Mathieu n'en avait pas fini. Quelque chose dans son attitude, la façon dont elle refusait de lui donner la réaction qu'il voulait, lui donnait l'impression de perdre la face devant toute la bibliothèque. Il tendit la main et balaya son sac à dos de la table, en voyant ses cahiers et ses crayons se disperser sur le sol. « Oups !» dit-il avec une fausse innocence. « On dirait que t'as fait le bazar. Peut-être que tu devrais nettoyer ça. » La bibliothèque était silencieuse comme une tombe maintenant, chaque élève regardant pour voir ce qui allait se passer ensuite. Léa regarda le contenu éparpillé de son sac à dos, puis de nouveau Mathieu. Pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans ses yeux. Un éclair de quelque chose qui fit faire un pas en arrière subtil à Théo et Paul. Puis, c'était parti, et Léa était simplement de nouveau la nouvelle fille tranquille. Elle se leva, ramassa ses affaires et sortit de la bibliothèque sans un mot, laissant Mathieu debout là avec sa victoire qui semblait en quelque sorte vide. Mais alors qu'elle s'éloignait, plusieurs élèves remarquèrent quelque chose que Mathieu avait manqué dans son moment de triomphe. La démarche de Léa était différente. Pas le traînement voûté d'une victime vaincue, mais le rythme mesuré de quelqu'un qui réfléchissait, planifiait, attendant le moment opportun. Les incidents se sont intensifiés au cours des semaines suivantes. Mathieu semblait avoir fait de Léa sa mission personnelle, comme si son refus continu de craquer était un défi qu'il ne pouvait ignorer. Il la frôlait dans les couloirs, toujours assez fort pour faire tomber ses livres, mais jamais assez fort pour être considéré comme une agression. Il faisait des commentaires bruyants sur ses vêtements, son attitude calme, son manque d'amis. Théo et Paul suivirent son exemple, créant un triangle de harcèlement qui semblait entourer Léa partout où elle allait. Il bloquait son chemin à son casier, rendant difficile l'accès à ses livres sans avoir à se faufiler devant eux. Il réservait des places dans les cours qu'ils partageaient avec elle, puis déplaçait leurs affaires à la dernière seconde, la forçant à s'asseoir au fond où tout le monde pouvait la voir. Les professeurs semblaient ignorer ce qui se passait, ou peut-être choisissaient-ils simplement de l'ignorer. Monsieur l'évêque, le professeur d'histoire, soupirait lorsque Mathieu faisait ses remarques sarcastiques, mais ne les abordait jamais directement. Madame Garnier, qui enseignait l'anglais, semblait penser que les garçons étaient juste en train de jouer lorsqu'ils proposaient d'aider Léa avec ses devoirs, manquant complètement le ton moqueur. Mais il y avait un professeur qui observait tout. Madame Simone Duval enseignait l'écologie avancée et n'était à l'Académie des Pins Argentés que depuis 1 an. Elle était jeune pour un professeur, probablement à la fin de la vingtaine, avec un style pratique qui consistait principalement en des chaussures de randonnée et des pulls confortables. Elle portait ses cheveux bruns en une longue tresse et avait une façon de parler calme et réfléchie qui rappelait à Léa certains des gardes de parc qu'elle avait rencontrés lors de ses voyages. Madame Duval avait observé la situation se dérouler avec un malaise croissant. Elle reconnaissait les signes, la façon dont Léa se tenait, les réactions contrôlées, la façon prudente dont elle naviguait dans l'académie. Plus important encore, elle reconnaissait le regard dans les yeux de Mathieu, la nature croissante de son comportement et la façon dont les autres élèves commençaient à traiter le harcèlement comme un divertissement. C'est Madame Duval qui a remarqué le bracelet tressé en premier. Léa avait commencé à le porter au début du mois de novembre, lorsque le temps breton avait commencé à se refroidir. Il était clairement fait à la main, tressé de manière complexe à partir de fibres naturelles avec de petites perles et des breloques qui semblaient raconter une histoire. Le bracelet était simple mais élégant, et elle le portait avec une sorte de respect qui suggérait qu'il avait une signification profonde. Madame Duval avait passé plusieurs années à étudier les cultures indigènes avant de devenir enseignante. Elle reconnut immédiatement le bracelet.
C'était le genre fabriqué par certaines tribus de la forêt amazonienne, le genre qui ne venait que d'années de tradition et de signification culturelle. Le fait que Léa le porte suggérait qu'il lui avait été offert par quelqu'un de spécial, quelqu'un qui avait partagé son héritage avec elle. Le bracelet devint une autre cible pour le harcèlement de Mathieu. Il faisait des commentaires sur le fait qu'il était bon marché, sur le fait que Léa essayait d'avoir l'air d'une voyageuse, alors qu'elle n'était clairement qu'une petite fille protégée. Il tirait sur les brins lorsqu'il la croisait dans le couloir, ou lui attrapait le poignet lorsqu'elle prenait des fournitures dans son casier. « C'est quoi ce truc ?» disait-il. « Tu joues à l'exploratrice avec les bijoux de mamie ?» La réponse de Léa était toujours la même. Le silence, ce regard fixe, puis elle continuait ce qu'elle faisait. Mais Madame Duval remarqua que sa mâchoire se serrait lorsque Mathieu mentionnait le bracelet et que ses mains se fermaient en poing sur les côtés avant qu'elle ne les détende consciemment. Le point de rupture est survenu un mercredi après-midi en décembre. Léa marchait vers les sentiers forestiers après l'école, son sac à dos jeté sur une épaule et ses mains enfoncées dans ses poches pour les protéger du vent froid. Elle pensait aux prochaines vacances d'hiver, au projet de recherche qu'elle devait terminer, à l'appel vidéo qu'elle aurait avec sa sœur. Elle n'a pas vu Mathieu, Théo et Paul avant qu'il ne soit trop tard. Ils attendaient près du début du sentier, planifiant apparemment ce moment. Alors que Léa passait devant, Mathieu s'avança devant elle, bloquant son chemin. « Hé, fille de la nature !» dit-il, sa voix portant ce ton moqueur familier. « Joli bracelet, tu l'as eu où dans une brocante ?» Léa essaya de le contourner, mais Théo bougea pour bloquer son chemin par la gauche, tandis que Paul bougea par la droite. Il l'avait coincé entre les arbres et l'entrée du sentier, sans moyen facile de s'échapper. « Je t'ai posé une question, » insista Mathieu, sa voix devenant plus dure. « Tu ne penses pas que c'est impoli d'ignorer les gens ? » « Je veux juste faire de la randonnée, » répondit Léa doucement, sa voix stable malgré la situation. « S'il vous plaît, bougez. » Mais Mathieu était au-delà de l'écoute de la raison. Quelque chose dans son attitude continue, son refus de montrer de la peur, le rongeait depuis des semaines. Il tendit la main et attrapa son poignet, la tirant vers lui. « Tu te crois tellement forte avec ce truc, » dit-il, son visage à quelques centimètres du sien. « Voyons voir à quel point t'es vraiment forte. » Ce qui s'est passé ensuite serait rejoué en chuchotements étouffés dans toute l'Académie des Pins Argentés pendant des semaines. Mathieu tira fort sur le bracelet, essayant de l'arracher de son poignet. Les fibres délicates, usées par des années d'utilisation, ne purent résister à la force soudaine. Le bracelet se brisa, le son des fils qui se cassaient résonnant dans la forêt silencieuse. Mais c'est ce qui tomba du bracelet cassé qui fit se figer Théo et Paul sur place. De petites graines, des plumes et des feuilles séchées se sont éparpillées sur le sol, des jetons de la nature, soigneusement collectés et chéris. Les objets avaient été soigneusement tissés dans le bracelet, comme de précieux artefacts. Léa tomba à genoux, ramassant frénétiquement les objets avec des mains tremblantes. Pour la première fois depuis son arrivée à l'Académie des Pins Argentés, son attitude se brisa. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'elle serrait le bracelet cassé contre sa poitrine. « C'était à ma sœur, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Elle me l'a donné avant de partir pour le Costa Rica. C'était tout ce qu'il me restait d'elle. » Les mots frappèrent les trois garçons comme un coup physique. Mathieu resta figé, le bracelet cassé toujours dans ses mains, réalisant soudain la gravité de ce qu'il avait fait. Théo et Paul avaient reculé, leur visage pâle de choc. Mais Mathieu, plutôt que de s'excuser, sembla paniquer à la vue des larmes de Léa. Dans son esprit, il avait finalement obtenu la réaction qu'il voulait, et une partie tordue de lui se sentait justifiée. « Eh bien, peut-être que tu ne devrais pas porter de bijoux bizarres à l'école, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « C'est un peu étrange. » La cruauté du commentaire sembla briser quelque chose chez Léa. Elle leva les yeux vers lui, avec des yeux qui n'étaient plus tristes mais brûlants d'une fureur qui fit faire un pas en arrière involontaire aux trois garçons. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait, » dit-elle, sa voix basse et dangereuse. « Aucune idée du tout. »
Elle se leva lentement, le bracelet cassé tombant des doigts engourdis de Mathieu. Alors qu'elle se levait, quelque chose de fondamental sembla changer dans sa posture. La posture timide avait disparu, remplacée par l'attitude de quelqu'un qui avait été entraîné à survivre, à faire face à des défis bien plus dangereux que les brutes du lycée. « Vous voulez en savoir plus sur ce bracelet ?» insista-t-elle, sa voix devenant plus forte à chaque mot. « Ma sœur me l'a donné comme un rappel de notre lien, de notre amour partagé pour la nature. Elle a travaillé pendant des mois pour le tisser, sélectionnant soigneusement chaque objet pour représenter notre connexion à la Terre. Elle me l'a donné pour me rappeler que même lorsque nous sommes séparés, nous sommes toujours connectés. » Théo et Paul reculaient maintenant, sentant que quelque chose avait changé d'une manière qu'ils ne comprenaient pas. Mais Mathieu, que ce soit par choc ou par fierté obstinée, resta sur ses positions. « Et alors ?» dit-il, bien que sa voix manquât de son assurance habituelle. « Cela ne te donne pas le droit d'agir comme si tu étais meilleur que tout le monde. » Léa le regarda pendant un long moment, et quand elle parla de nouveau, sa voix était calme et contrôlée. « Tu as raison sur une chose, j'ai agi comme si j'étais meilleur que toi, mais c'est parce que je suis meilleur que toi. Je suis meilleur que quelqu'un qui détruirait quelque chose, qui signifie tout pour quelqu'un d'autre, juste pour se sentir puissant. » Elle commença à marcher vers lui, et quelque chose dans son mouvement fit écarquiller les yeux de Mathieu. Ce n'était plus la marche d'une victime, c'était l'avancée délibérée de quelqu'un qui avait été entraîné à naviguer sur un terrain traître, quelqu'un dont l'attitude calme était bien plus effrayante que n'importe quel accès de colère. « Tu veux savoir quoi d'autre ?» insista-t-elle, continuant d'avancer. « Je me suis retenu tout ce temps, non pas parce que j'ai peur de toi, mais parce qu'on m'a appris que la force doit être utilisée pour protéger, pas pour blesser. Mais tu viens de franchir une limite que je ne peux pas ignorer. » Mathieu réalisa finalement qu'il était en grave difficulté. La fille qui marchait vers lui n'était pas la victime timide qu'il harcelait depuis des mois. C'était quelqu'un qui se déplaçait avec la confiance fluide de compétences de survie étendues, quelqu'un dont l'attitude calme était bien plus effrayante que n'importe quel accès de colère. « Écoute, je ne voulais pas dire… » commença-t-il à dire, mais Léa le coupa. « Si, tu voulais, dit-elle simplement, tu voulais me blesser, m'humilier, me faire sentir aussi petite que tu te sens évidemment à l'intérieur. La différence, c'est que je sais comment gérer les brutes comme toi. » Elle était assez proche maintenant pour que Mathieu puisse voir la fureur contrôlée dans ses yeux. Sans avertissement, elle bougea, pas avec les coups sauvages d'une adolescente en colère, mais avec les mouvements précis et économiques de quelqu'un qui avait été entraîné à l'autodéfense. Son premier mouvement fut subtil mais efficace. Elle s'avança à portée de Mathieu et utilisa une technique de point de pression sur son bras, le faisant couiner de douleur et perdre son équilibre. Avant qu'il ne puisse récupérer, elle attrapa son bras et le tordit derrière son dos, le forçant à s'agenouiller avec une prise de contrôle qui envoya une douleur fulgurante dans son bras. « Ça s'appelle une clé de poignet », expliqua-t-elle d'un ton conversationnel comme si elle donnait une leçon. « C'est conçu pour contrôler quelqu'un sans causer de dommages permanents. Plus tu te débats, plus ça fait mal. » Théo et Paul s'avancèrent, mais les yeux de Léa se tournèrent vers eux avec une telle intensité qu'ils se figèrent sur place. « Je ne le ferai pas, » dit-elle calmement. « Je peux gérer vous trois si je dois le faire, mais je préférerais ne pas le faire. Votre ami ici a appris sa leçon, n'est-ce pas, Mathieu ?» Mathieu haletait et essayait de hocher la tête, la douleur dans son bras indiquant clairement qu'il était complètement à sa merci. Autour d'eux, d'autres élèves s'étaient rassemblés pour regarder, leur visage montrant un mélange de choc et de fascination. « Je veux que tu comprennes quelque chose, » continua Léa, maintenant toujours la prise. « J'aurais pu faire ça à n'importe quel moment au cours des 3 derniers mois. J'aurais pu mettre fin à ton petit jeu le premier jour où tu as décidé de faire de moi ta cible. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'on m'a appris que la violence devrait être un dernier recours, utilisé seulement lorsque toutes les autres options ont été épuisées. » Elle relâcha la prise et recula, permettant à Mathieu de s'effondrer, serrant son bras. Mais elle n'en avait pas fini. « Lève-toi !»
ordonna-t-elle, et quelque chose dans sa voix indiqua clairement que ce n'était pas une demande. Mathieu se leva difficilement, son visage pâle et sa respiration toujours laborieuse. Léa se tenait devant lui, n'étant plus la fille tranquille qui avait essayé de disparaître dans le fond. Elle était quelqu'un qui avait été entraîné à prendre les choses en main, à projeter de l'autorité, à faire écouter les autres. « Tu as détruit quelque chose qui appartenait à ma sœur », dit-elle, sa voix portant à travers le sentier. Quelque chose qui représentait notre lien, notre connexion, notre amour pour la nature. Tu l'as fait parce que tu pensais que j'étais faible, parce que tu pensais que je ne me battrais pas. Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Tu avais tort sur le fait que je sois faible, mais tu avais raison sur le fait que je ne veuille pas me battre. Je n'aime pas blesser les gens, même les gens qui le méritent. C'est ce qui me sépare de toi. À ce moment-là, une foule s'était rassemblée. Les élèves qui avaient regardé Mathieu tourmenter Léa pendant des mois la voyaient sous un jour complètement différent. Madame Duval était également apparue, attirée par l'agitation, mais elle ne fit aucun geste pour intervenir. Elle reconnut ce qui se passait, pas seulement une bagarre, mais une leçon qui devait être apprise. « Je veux que tu ramasses chaque morceau du bracelet de ma sœur, » continua Léa, sa voix stable et autoritaire. « Chaque graine, chaque plume, chaque brin cassé. Et ensuite, je veux que tu t'excuses, pas auprès de moi, mais auprès de la terre que ces objets représentent. » Mathieu avait l'air de vouloir discuter, mais quelque chose dans les yeux de Léa indiqua clairement que ses options étaient limitées. Il s'agenouilla et commença à ramasser les objets éparpillés, ses mouvements maladroits et désespérés. Théo et Paul restèrent figés, réalisant soudain que leur ami avait choisi de se battre avec quelqu'un de bien plus dangereux qu'ils ne l'avaient réalisé. La fille qu'ils avaient aidé à tourmenter pendant des mois n'était pas seulement tranquille, elle était ingénieuse, disciplinée et capable d'une violence qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Alors que Mathieu lui tendait les objets rassemblés, Léa les prit avec une révérence prudente. Elle regarda chaque graine, chaque plume, comme si elle les voyait pour la première fois. Puis elle regarda de nouveau Mathieu, et son expression s'adoucit légèrement. « Ma sœur m'a appris que la force ne consiste pas à dominer les autres, » dit-elle doucement. « Il s'agit de protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Il s'agit de respecter la terre, même lorsque les autres ne le font pas. Tu pourrais apprendre de cela. » Elle se tourna pour s'éloigner, puis s'arrêta et regarda de nouveau les trois garçons. « Ça se termine ici. Vous me laissez tranquille. Vous laissez les autres tranquilles, et peut-être que vous apprendrez à quoi ressemble la vraie force. Mais si jamais, et je veux dire jamais, vous décidez de cibler quelqu'un d'autre comme vous m'avez ciblé, vous découvrirez que j'ai beaucoup plus de compétences que ce que vous avez vu aujourd'hui. » La menace fut prononcée sur le même ton calme et contrôlé qu'elle avait utilisé tout au long de la confrontation. Mais elle portait un poids qui fit hocher la tête rapidement aux trois garçons. Alors que Léa s'éloignait, la foule d'élèves s'écarta devant elle comme de l'eau. La transformation était complète, n'étant plus la fille tranquille qui essayait de disparaître, mais quelqu'un qui commandait le respect par la force, l'ingéniosité et l'autorité morale. Madame Duval la suivit, et lorsqu'elles furent hors de portée des autres élèves, elle parla doucement. « Ta sœur serait fière, » dit-elle simplement. Léa la regarda avec surprise et Madame Duval sourit légèrement. « Je reconnais l'attitude, l'entraînement, la façon dont tu as géré cette situation. Ta sœur t'a bien appris. Elle m'a appris que la force devrait être utilisée pour protéger les gens, pas pour les blesser, » répondit Léa, faisant écho à ce qu'elle avait dit à Mathieu. « Je ne voulais pas le blesser, je voulais juste qu'il comprenne. » « Et maintenant il comprend, » dit Madame Duval. Parfois, la seule façon de gérer une brute est de lui montrer qu'elle a choisi la mauvaise cible. Mais tu as fait quelque chose de plus important. Tu lui as montré que la vraie force vient de la retenue, de savoir quand se battre et quand s'éloigner. Au cours des semaines suivantes, la dynamique à l'Académie des Pins Argentés changea radicalement. Mathieu, Théo et Paul semblèrent avoir perdu leur appétit pour l'intimidation,
et les autres élèves commencèrent à traiter Léa avec un mélange de respect et de curiosité. Elle n'était plus invisible. Les gens savaient qui elle était et ce dont elle était capable. Mais plus important encore, elle avait trouvé sa voie. Elle commença à prendre la parole en classe, offrant des idées qui s'appuyaient sur son parcours unique. Elle rejoignit le club environnemental de l'école, où sa connaissance de la survie en milieu sauvage fit d'elle un atout précieux. Elle lança même un programme de mentorat pour les jeunes élèves, leur enseignant certaines des techniques qu'elle avait apprises pour rester calme sous pression. Le bracelet cassé était irréparable, mais Léa conserva soigneusement les objets qui avaient été tissés dedans. Elle créa une petite vitrine pour présenter les graines, les plumes et les feuilles séchées, un rappel du jour où elle avait appris à honorer la mémoire de sa sœur, non seulement en portant son bracelet, mais en incarnant les principes qu'elle lui avait enseignés. Mathieu, quant à lui, avait appris une leçon qui resterait avec lui pour le reste de sa vie. Il commença à comprendre que la vraie force ne consistait pas à dominer les autres, mais à les élever. Il commença à faire du bénévolat dans une réserve naturelle locale, travaillant à restaurer les sentiers et à protéger l'environnement. La confrontation sur le sentier forestier devint légendaire à l'Académie des Pins Argentés, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait s'attendre. Elle ne fut pas rappelée comme une bagarre, mais comme une leçon de dignité, de résilience et de la véritable signification de la force. Les élèves qui avaient autrefois été des spectateurs de l'intimidation commencèrent à prendre la parole, inspirés par l'exemple de Léa. Et Léa elle-même avait découvert quelque chose d'important, que l'héritage de sa sœur n'était pas seulement dans le bracelet qu'elle lui avait donné, mais dans les principes qu'elle lui avait enseignés. Elle avait appris que la vraie force ne vient pas de la capacité à blesser les autres, mais de la sagesse de savoir quand une telle force est nécessaire et de la retenue pour ne l'utiliser que lorsque toutes les autres options ont été épuisées. La fille tranquille qui avait autrefois essayé de disparaître était devenue quelqu'un qui se levait non seulement pour elle-même, mais pour les autres qui avaient besoin de protection. Elle avait appris que parfois, la plus grande victoire ne vient pas de la défaite de vos ennemis, mais de l'apprentissage de leur part à être meilleurs qu'ils ne l'étaient.